Alors, il est docteur en sciences chimiques à la VUB. Il enseigne au laboratoire de chimie analytique et environnementale de la VUB et au centre de technologie alimentaire et microbienne à l'Université catholique de Leuven. Il fut également chef de département chimique de l'Institut scientifique de santé publique, devenu aujourd'hui Sano. Mais je vais lui céder la parole, puisque c'est lui que vous venez écouter. Voilà. Comme convenu, je vais parler des avantages et des avantages. Les désavantages sont là devant les avantages, c'est aussi la structure de mon exposé. Je vais surtout et d'abord parler des avantages. Les avantages, je vous donne le résumé de mon exposé. J'ai, comme vous voyez, 6 thèmes, dont le premier est l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une période géologique. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que la géologie vient faire dans l'alimentation? Eh bien, je vais vous l'expliquer, je vais vous parler du lien entre la qualité de notre environnement, la qualité de notre nutrition et la santé publique. Ce sera la conclusion à la fin. Pour caractériser l'Anthropocène, je fais référence à 3 phases. Une première phase qui est la publication de M. Paul Crutzen, le néerlandais, un chimiste de l'atmosphère qui a découvert le trou d'ozone il y a beaucoup d'années et qui a eu le prix Nobel en 1995. Il a publié un article dans Nature, c'est quand même pas le premier journal venu, et il a montré que dans les années 1700-1750, tout d'un coup, les concentrations en dioxyde de carbone et en méthane augmentent dans les calottes de glace prises en Antarctique ou en Arctique. Et sa conclusion était de dire, oui, mais quand le dioxyde de carbone augmente et quand le méthane augmente, c'est dû à l'activité humaine. Évidemment, le dioxyde de carbone, c'est la combustion, c'est l'énergie, le méthane, c'est l'élevage de bœufs, etc. Donc, l'activité humaine. C'est la première fois qu'on en parle. Et voilà ce qu'il a dit. L'humanité est devenue une force géologique à part entière. Je crois que vous devez garder ça en tête, c'est vraiment très important. C'est nous qui avons construit, c'est nous qui avons défini la période géologique actuelle. Alors je continue et je vous montre un deuxième stade, une deuxième phase de l'Anthropocène. Ce que vous voyez ici, en rouge, ce sont des évolutions des paramètres socio-économiques. Dans l'axe horizontal, vous avez l'année, ça commence à 1750 jusqu'à, je dirais 2000 ou jusqu'à maintenant. Et vous voyez que, prenons la population, prenons les grands barrages, prenons n'importe quel paramètre, même les restaurants, McDonald's, n'importe quoi, vous voyez qu'il y a une légère augmentation jusqu'à l'année 1945-1950, et alors après, une augmentation exponentielle. Que ce soit le PIB, que ce soit la population, que ce soit le nombre de téléphones ou de téléphones mobiles, ça marche toujours. Et alors on peut comparer ça à d'autres paramètres qui sont les paramètres de notre système Terre. Par exemple, le dioxyde de carbone, plus ou moins la même chose, une légère augmentation jusqu'en 1945, et hop, ça monte exponentiellement. L'acidification de notre océan, de notre mer, à cause du CO2,
etc., etc. Et certainement la perte en biodiversité. Donc nous avons là deux séries de paramètres qui varient de façon, je vais dire, très, très similaire. Et ça, c'est important aussi. On a appelé ça la grande accélération. Je crois que je ne vais pas insister là-dessus. Je crois que le plus important, c'est de garder en mémoire que c'est dû à l'activité humaine. Pensez au dioxyde de carbone, pensez au méthane et toutes les autres activités humaines. Et ça a été publié par Stephen et compagnie en 2007. Donc nous nous approchons tout doucement de leur activité. Je continue avec la troisième grande phase. C'est une publication de Rockström. Rockström, un nom qui va revenir. Rockström et autres en 2000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils présentent ici dans un non-lagome, les caractéristiques principales de l'anthropocène. Le changement climatique, oui. L'acidification de l'océan, oui. Le trou d'ozone, je vais dire. Les cycles élémentaires, le cycle d'azote et le cycle de phosphore, certainement. L'utilisation d'eau douce, la perte en biodiversité, etc. Et ils ont, avec les données disponibles à ce moment, ils ont essayé de déterminer une valeur seuil, c'est-à-dire une valeur pour ce paramètre, et quand on est au-delà de cette valeur, alors là, je vais dire grossièrement, c'est foutu. En anglais, over the point of no return. Et ça, c'est montré en rouge ici. Donc, malheureusement, en 2009, il y avait déjà 3 paramètres qui étaient au-delà de cette valeur seuil. Ici, le changement climatique, ça veut dire que retourner à ce que nous avons, nos grands-parents ont connu il y a 100 ans, eh bien, ce sera impossible. Pour le cycle d'azote et pour le cycle de phosphore, impossible de retourner à l'état d'il y a 150, 200 ans. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'azote de l'atmosphère, on le transforme en nitrate et on le met sur les champs, c'est un engrais. Et donc, on n'a pas d'autres sources, on a d'autres idées, mais on les utilise trop peu. Et ici, évidemment, en ce qui concerne la perte en biodiversité, là, c'est vraiment catastrophique. Donc déjà, 3 fois, nous sommes au-delà des limites planétaires, c'est comme ça qu'on le voit. Alors ça, c'est très grave, mais, mesdames et messieurs, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui est là. Là, nous avons 2 paramètres pour lesquels on n'a pas pu déterminer une valeur. La pollution chimique et la pollution atmosphérique, les mini-particules dans l'atmosphère. Et c'est surtout la pollution chimique qui m'intrigue, qui m'inquiète et dont je vais vous parler. La pollution chimique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire les polluants organiques persistants. Ce sont des molécules, par exemple les pesticides, par exemple les dioxines et autres, ce sont des molécules qui, libérées dans la nature, restent là pendant des années et des années. Des dizaines d'années et peut-être des centaines d'années. Il n'y a pas tellement longtemps, il y avait un article dans un journal sur les substances fluorées. Eh bien, les substances fluorées, on les appelle en anglais « the forever chemicals ». On ne parvient pas à les dégrader. Donc, ces contaminants, quand ils sont dans la nature, ils sont là, ils restent là. Ça, c'est vraiment très, très grave, c'est catastrophique. Il y a évidemment les plastiques. Les plastiques, tout le monde le sait. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique dans l'océan du monde. Il y a des perturbateurs endocriniens. Ce sont des molécules qui, dans notre cœur,
perturbe l'équilibre hormonal. C'est très grave, je vais vous en parler. Il y en a beaucoup. Il y a les métaux évidemment, et il y a aussi des substances radioactives. Donc, il y a vraiment beaucoup de contaminants, beaucoup de polluants, et ils sont là. Et très souvent, ils sont persistants, et donc, on va les retrouver là où ils ne devraient pas être. Voilà quelques mots sur l'Anthropocène, pour ceux qui veulent en savoir plus dans le dernier livre de notre groupe Darwin, coordonné par mon ancien collègue Charles Suzanne, professeur à l'IUB également, et par M. Jacques Niel. J'ai 2 articles sur les différentes caractéristiques de l'Anthropocène. Voilà, j'ai la gorge un peu sèche. Donc, je vais vous parler maintenant de ce qui m'inquiète. Et honnêtement, ce n'est pas pour faire un bel exposé que je dis ça, je m'inquiète vraiment. En 2010 et en 2017, il y avait quelques publications qui m'ont frappé, et je ne les ai jamais oubliées. On parle de beaucoup de contaminants, vous l'avez vu. Eh bien, je crois que là, il y a quelque chose que nous ne devons certainement pas perdre de vue. Ce sont des mélanges. Ce sont des mélanges de contaminants qui sont partout. Et donc, notre façon de contrôler la qualité, ce que fait l'ASCA, ce que fait l'Agence française, etc., il se concentre sur une telle molécule. Et alors, ils vont dire, oui, mais bon, là, la concentration est beaucoup plus que la concentration acceptable, celle qui est dans la. Et donc, ce produit-là ne peut pas être commercialisé. Ou, dans l'autre sens, la concentration est beaucoup plus faible, donc il n'y a pas de souci, allez-y. On ne tient jamais compte des mélanges. On ne va jamais nous dire, oui, mais attention, la concentration de plomb est beaucoup trop élevée, et en plus, il y a des dioxydes. On ne dira jamais ça. Ça, c'est un manque. Nous avons quelque chose à changer dans notre attitude pour ça. Et alors, en 2017, il y a cet article d'Harper qui dit tout carrément, nous devons changer nos approches. Je n'ai jamais oublié ça, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Il y en a qui m'écoutent, il y en a qui ne m'écoutent pas. Ça, c'est dommage. Pourquoi ce mélange? Eh bien, il y a 2 choses que je veux vous expliquer. La première chose, c'est le médecin Paracels du XVIe siècle qui a dit « tout est poison et rien n'est sans poison ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ingère un tout petit peu et on ne sent rien, tout va bien. On ingère un tout petit peu plus et on se sent malade. On ingère encore beaucoup plus, on en meurt. Ça, c'est la loi ou le paradigme de Paracels. Donc, tout va dans le même sens. On augmente la dose et en même temps, l'effet augmente également. Eh bien, je regrette pour M. Paracels, mais ce n'est pas correct. Il y a, et certainement des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs hormonaux, je vais en reparler, eh bien, ils ont une autre évolution. Ils ont une autre courbe réponse-dose. Et je vais vous montrer cela. Voilà. Donc, normalement, on aurait dit la dose monte, l'effet monte. Eh bien, voilà. Ici, vous avez une dose réponse d'un perturbateur endocrinien. Dans l'axe vertical, vous avez l'effet. Ça peut être développement de tumeurs. Ça peut être production d'enzymes dans le sang. Ça peut être un déséquilibre hormonal. Un effet. Ici, vous avez la concentration ou, je dirais, la dose. Eh bien, regardez ceci. Pour une concentration de 50 à 60, on a un effet de 1,2.
on multiplie la dose entre 100 et 120, on a un effet de 0,2, 5 fois moins pour ce type de molécule. C'est très dangereux. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait pour tester l'effet toxicologique? On a pris un animal de laboratoire, on a donné dans les crèmes, dans la farine pour cet animal, on a donné la molécule problématique à une dose très élevée. L'animal est mort. Bon. Alors on fait la même chose et on réduit de la moitié la dose de la molécule. L'animal devient malade. On réduit encore une fois, l'animal survit sans moins de problème. Alors à ce moment-là, on dit, ah, pour cette dose-là, il n'y a pas d'effet. Et alors on pense qu'on peut très facilement aller en dessous, on ne va pas s'inquiéter. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Parce que parfois, dans les zones des doses très faibles, il y a des concentrations extrêmement dangereuses. Et ça, on ne le savait pas, mais il faut en tenir compte. Et pourquoi? Parce que les contaminations dans l'environnement, ce sont des contaminations auxquelles nous sommes exposés, sont les faibles. Et donc peut-être ceux-là sont exactement les doses les plus dangereuses. On n'a pas tenu compte de ça. Donc il faut absolument commencer à repenser notre approche pour contrôler la qualité. Et alors, il y a encore autre chose. Supposons que nous avons 3 contaminants. Normalement, on penserait que l'effet de ce mélange de 3 est la somme de l'effet du premier plus l'effet du second plus l'effet du troisième. Ça serait un effet additif. Eh bien, là aussi, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une molécule renforce l'effet de l'autre. Et on peut avoir 1 plus 1 plus 1 égale 10. Nous ne le savons pas, nous ne le connaissons pas, mais ça veut dire qu'avec cette approche de Laska et de beaucoup d'autres, de doser, de regarder, d'évaluer les contaminants molécule par molécule, on est en bas. Donc, il faut faire attention à ça. Et alors, je conclus, et voilà, le terme est tombé, l'effet cocktail. Depuis un certain moment, on voit dans la littérature scientifique que les chimistes surtout, mais les toxicologues également, parlent surtout de l'effet cocktail, c'est-à-dire ces fameux effets des mélanges qui sont présents dans notre environnement, qui sont présents dans notre alimentation, etc., etc. Et on parle parfois de centaines, et je vais vous montrer après, de milliers de molécules différentes. Donc ce sont vraiment des sacrés cocktails, il faut en tenir compte. Ce sont 2 Suédois qui ont publié ça. Alors là, je passe à l'illustration, parce que j'aime bien que vous croyiez ce que je vous raconte ici. Et il y a vraiment des illustrations assez remarquables. J'ai sorti ce graphique du petit bouquin que j'ai écrit avec mon ancien collègue Luc Pucelier. Et les contaminants arrivent dans notre alimentation vraiment de la fourche à la fourche. Il y a dans la production même, on utilise les engrais, on utilise les pesticides, c'est-à-dire insecticides, fongicides, herbicides et beaucoup d'autres ides. Il y a les contaminants qui sont présents dans le sol, etc. Tout cela peut être une source de contamination de la denrée. Mais il y a évidemment aussi, pour l'emballage, il y a des problèmes, pour le transport, il y a des problèmes, et même dans la cuisine. Dans la cuisine, une préparation à très haute température, par exemple
préparer les bonnes frites belges peut être une source de contamination par l'acrylamide. Ça, nous le savons. Donc, il faut faire attention. Donc, de la fourche à la fourchette, il y a des contaminants. Je vous donne quelques exemples. Les pesticides. Je crois que là, nous avons l'exemple qu'il faut toujours montrer en premier lieu. Il y avait en 2007, en Amérique, aux États-Unis, il y avait 1055 substances actives enregistrées. Donc 1055 substances actives. Maintenant, ce qu'on achète dans le magasin n'est jamais la substance active pure. On a toujours préparé un produit, une solution que le client, l'agriculteur ou même le père de famille, je dirais, peut utiliser dans son jardin, dans ses champs, etc. Eh bien, il y avait pour ces 1055 ingrédients 20 000 produits commercialisés. 20 000. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour préparer la solution qui est commercialisée, on ajoute de nouveau des produits chimiques. Et la chimie, c'est une science extrêmement simple, entre guillemets. Parce qu'une molécule A qui rencontre une molécule B réagit pour produire une molécule C, une molécule D et beaucoup d'autres. Et la molécule C peut réagir avec la molécule X qui est là juste à côté. Et donc il y a toujours des réactions, et parfois les produits de réaction sont toxiques. Donc dans ces mélanges-là, 20 000 s'il vous plaît, il y en a certainement des mélanges, des cocktails qui sont toxiques. Alors pour vous donner une idée de l'utilisation, en 2020, l'utilisation globale est estimée à 3,5 millions de tonnes de pesticides en général. Ça veut dire 3,5 milliards de kilos de pesticides dans le monde entier. Quand je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de molécules sont résistantes à la dégradation, il ne faut pas demander ce qu'il y a un peu partout dans le monde. Et certainement dans les endroits ruraux, etc. On peut peut-être penser que ce sont toujours les nouvelles molécules. Et c'est vrai que l'industrie chimique, elle est très active. Il y a des développements tout le temps, etc. Mais, je vais vous montrer un exemple, et c'est vraiment très récent, c'est une publication de cette année-ci. Il y avait dans le temps, dans les îles Martinique et Guadeloupe, pour protéger les bananes crèves, il y avait le chlordécone qu'on utilisait et qu'on a utilisé en quantité gigantesque. C'est un insecticide. Il tue le charançon. Bon, on a constaté que c'était un produit dangereux à un moment donné. Beaucoup plus tard qu'en France, on a empêché, on a arrêté cette production et cette utilisation. Mais le produit est résistant. Il est présent dans le sol. Il est présent dans les sédiments des plages, etc. Bon. Alors, depuis un certain temps, on a commencé à utiliser le glyphosate. Le glyphosate, c'est le fameux Roundup que vous connaissez tous. Eh bien, là aussi, on a un produit dont certains disent qu'il n'est pas dangereux, mais moi je vous dis qu'il ment. Alors, maintenant, on a commencé à utiliser le glyphosate. C'est un herbicide, ce n'est pas un insecticide. On a commencé pour empêcher les mauvaises herbes à croître entre les plantes. Mais ce glyphosate, ou le Roundup, il mène à l'érosion des sols. Et donc, il y a une grande partie des sols et de leurs contaminants qui vont dans la mer ou dans les fleuves. Et maintenant, on constate qu'ils ont un fameux cocktail de chlordécone et de glyphosate dans les fleuves, dans les estuaires.
Et c'est très dangereux, et c'est un cocktail qu'on n'a pas encore bien déterminé et dont on ne connaît pas encore très bien les conséquences. Alors, je dois quand même vous parler des... Il y a une dame qui est... Bonsoir et bienvenue. Je dois quand même vous parler des dioxines. En 1999, nous étions ici en Belgique frappés par ce que tout le monde appelait la crise de la dioxine. Eh bien, pour commencer, c'est très faux parce que ce n'est pas la crise de la dioxine, mais c'est la crise des dioxines. Et je vous montre les molécules. Mais n'ayez pas peur, je ne fais pas un cours de chimie. Vous voyez ici ce qu'on appelle les molécules de type dioxine. Ceci, on l'appelle les dioxines, ceci, on l'appelle les furanes, et ceci, on l'appelle les biphényles. Que faut-il remarquer? Que nous avons un hexagone de chaque côté, et là, et là aussi, on a sur chaque hexagone 4 places libres. Et sur ces 4 places libres, il peut y avoir un atome de chlore implanté. Il peut y avoir 4, il peut y avoir 3, dans des positions différentes, etc. Ici, on a même 5 positions libres qui peuvent être remplies par des atomes de chlore. Je parle maintenant des dioxines chlorées. Bon, qu'est-ce que ça m'a fait? Eh bien, ça m'a fait 419 congénères, c'est-à-dire 419 molécules similaires, semblables. Ce ne sont pas les mêmes molécules, mais elles sont très proches l'une de l'autre et les effets toxiques sont plus ou moins les mêmes. Il y a 75 dioxines, il y a 135 furanes et il y a 209 biphényles. À un moment donné, les gouvernements européens et américains ont décidé les biphénylchlorés, c'est fini, on ne peut plus utiliser parce que ces molécules sont beaucoup trop résistantes et causent des problèmes pour les poissons, pour les oiseaux, etc. On ne parle pas de l'homme. Et alors, les chimistes intelligents comme ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé le chlore par le brome. Et on a donc de nouveau 75 bromés, 135 bromés, et ça me fait déjà 838 molécules différentes. Et alors, à cause des incinérations des déchets, etc., où on met un peu tout ensemble, on a mis aussi le chlore et le brome ensemble, et maintenant on a constaté qu'il y a des molécules où il y a là et là un atome de chlore, et là un atome de brome. Donc les nombres de molécules différentes sont énormes. Il y en a des milliers. C'est un fameux cocktail. Et, mesdames et messieurs, on les retrouve. On les retrouve dans les couches de graisse des animaux. On les retrouve dans le lait maternel. Ça, c'est très grave. C'est un fameux cocktail. Et je vous demande, que pensez-vous? Combien de molécules sont contrôlées par l'AFSCA? Il y a 29 molécules chlorées qui sont contrôlées par l'AFSCA et par les autres agences. 29. Évidemment, il y a, en nombre total, il y a un peu moins de bromés, il y a certainement un peu moins de chlorobromo, mais quand même, ils sont là. Et les toxicités sont vraiment similaires. Quand on ne veut pas devenir malade, on a l'avantage de regarder la totalité. Je vais revenir là-dessus. Alors, un dernier exemple, les emballages. Les emballages, vous reconnaissez certainement ceci, les boîtes en métal, avec des couvercles, très souvent soudés, donc source de plomb, et quand on n'a pas de protection à l'intérieur de la boîte, comme on a
maintenant, il y a certainement du plomb et du nickel, etc. dans les aliments emballés. Aujourd'hui, on a une protection. Ouvrez une boîte à conserve et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une très mince couche jaunâtre, blanchâtre, et c'est un plastique qui protège. En fait, c'est une idée géniale. Les métaux lourds sont piégés derrière cette couche. Mais malheureusement, cette couche n'est pas inerte. Et elle produit des substances qui sont libérées à l'intérieur de la boîte. Alors, il y a un chimiste, analyticien suisse qui a regardé ça de près, et déjà en 2006, ça fait donc plus de 15 ans, il a publié dans un journal un peu moins connu un article dans lequel il dit plusieurs dizaines de milliers migrent en quantité dépassant les seuils toxicologiques. Plusieurs milliers. Personnellement, je pense qu'il a exagéré un petit peu, mais si ce sont plusieurs centaines, c'est quand même incroyable, c'est quand même très dangereux. Ce sont des molécules qui sont libérées dans notre alimentation qui n'ont rien à faire. Ce sont des molécules qui n'ont aucun rôle, eh bien elles sont là. Et donc l'emballage, c'est quelque chose qu'il faut regarder de tout près. Je termine cette partie avec la référence à une étude française qui est vraiment, pour moi, très intéressante et très importante. Les Français ont commencé, ils ont publié en 2016, ils ont commencé à regarder les régimes alimentaires français. Donc ils ont trouvé que dans la population française, il y avait 6 régimes prédominants qui étaient la plupart du temps consommés par la population. Et alors, dans ces régimes, X grammes de pommes de terre, X grammes de viande, etc., dans ces régimes, ils ont analysé les contaminants. Et ils ont trouvé dans chaque régime un mélange, je vais utiliser le terme cocktail, ils ont trouvé un cocktail de 11 à 19 contaminants. Donc, c'est très important, on voit ce que les Français mangent, donc quand on veut intervenir, on a là des données qui sont très intéressantes, c'est une première chose. Deuxième chose, ils ont identifié les contaminants qui sont représentatifs pour chacun des régions. Ça, c'est déjà une chose très intéressante, mais les Français ne sont pas bêtes. Ils ont été regarder les effets de ces contaminants. Ils ont regardé l'effet de chaque contaminant individuel et l'effet des mélanges, des cocktails. Ils ont constaté que les cocktails ont un effet qui est quasiment toujours plus grand que la somme des effets individuels. Alors là, on a la preuve que ce qui a été hypothétique au début, on a la preuve que le mélange peut être bien plus dangereux que les différentes molécules individuelles. Ça, c'est très intéressant. Donc, je conclue, tout le monde, et certainement nous, les populations de l'Occident, nous sommes exposés à des cocktails qui sont très complexes. Nous avons constaté que Paracelse, malheureusement, n'a pas toujours raison, et donc il faut tenir compte de ces effets bien plus forts, des concentrations faibles ou des doses faibles, et il faut aussi tenir compte des effets synergiques. Évidemment, tout ça a été regardé, tout ça a été étudié dans les laboratoires de chimie, etc., etc. Mais on peut donc se poser la question, ces produits, est-ce qu'ils nous rendent malades? Est-ce que vraiment notre santé est attaquée par les produits? Alors je vais vous montrer quand même quelques
publications qui sont extrêmement intéressantes pour moi, mais je crois aussi pour vous. Ici, je fais référence à une étude européenne, et je viens de te dire qu'il y avait beaucoup de représentants de l'Europe occidentale, mais il n'y avait pas de Belges dans le groupe, et ça arrive un peu trop souvent malheureusement. Ce sont des gens qui ont étudié en fait la relation entre l'alimentation, la santé publique et la durabilité, ou je dirais la qualité de notre environnement. Ils sont partis de cette idée-là. Ils ont constaté que dans le sens inverse, quand l'alimentation n'est pas bonne, ça cause des problèmes de santé et ça met en danger, j'ai utilisé le terme durabilité, mais je dirais qualité environnementale. Quand ça met en danger la santé publique, on parle des maladies de civilisation. Les maladies de civilisation qui sont le diabète, qui sont l'hypertension artérielle, qui sont le cholestérol trop élevé, qui sont certains cancers hormonaux, etc. Bien, on a constaté que nous avons une pandémie globale d'obésité et de diabète en ce moment. Nous avons une autre pandémie, oui, je sais. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que les maladies de civilisation dont beaucoup de gens souffrent, beaucoup de personnes sont atteintes, eh bien, ce sont ces personnes-là qui souffrent le plus de notre coronavirus. Parce que là, il y a déjà un problème, il y a déjà une réaction, le corps est déjà faible, et le coronavirus, qui est très méchant, il en profite. Ça, c'est très important. Et je fais une petite remarque quand même. Le premier auteur ici, c'est Villette, mais le second auteur est Rockström, que vous avez vu dès le début, avec les limites planétaires. Donc ce sont des gens qui sont vraiment dans ce domaine et qui produisent des choses, je trouve, très importantes. Il faut communiquer ça, il faut taper sur ce de temps en temps. Alors je fais référence à Leonardo Trassante. Il a un nom italien, mais c'est un Américain, c'est un pédiatre et un spécialiste de la chimie environnementale. Il a, dans son livre, que vous voyez là, que je traduirai en français par plus malade, plus gras, plus gros et plus pauvre, et il a dans son livre, en fait, deux messages. Le premier message, il appelle ça en anglais « hit and run ». Donc, taper et s'en aller. David de Fleet, j'ai trouvé ça dans la traduction. Eh bien, on a toujours pensé que pour vraiment devenir malade à cause d'un contaminant, il faut que ce contaminant reste pendant une certaine période dans le corps, qu'il ne soit pas éliminé directement. Et beaucoup d'études ont regardé si les contaminants étaient rapidement éliminés. Eh bien, lui, il a constaté que même s'ils sont rapidement éliminés, ils causent des problèmes. On peut en devenir malade. Et deuxième chose, très importante et très dangereuse aussi, c'est que certains de ces contaminants causent des maladies transgénérationnelles. Ça veut dire que la maman enceinte est infectée, elle est exposée à un produit, eh bien ce sont les enfants et les petits-enfants qui en deviennent malades. Donc ça, c'est une hypothèque pour notre avenir. Et c'est très, très, très important, il faut en tenir compte. Il faut faire des études pour mieux comprendre. C'est lui qui dit ça. Et alors, une très récente publication également, qui me semble très importante, on en a parlé déjà depuis un certain temps, mais Georg et compagnie l'ont confirmé maintenant. Ils trouvent que les perturbateurs endocriniens mènent à une chute, je dirais, de notre quotient intellectuel. Donc quand nous sommes exposés à
des perturbateurs, plus particulièrement des perturbateurs endocriniens, des contaminants en général, mais plus particulièrement les perturbateurs endocriniens, on peut croire que nous perdons en intelligence, en connaissance, etc. Alors je vous explique pourquoi je trouve ça très important et pourquoi je trouve ça très inquiétant. Un couple a 2 enfants. Un enfant a un QI de 100 et l'autre enfant a un QI de 95. La différence va être très faible. On ne voit pas, on ne le voit pas. Mais prenons une population. Prenons les 10 millions de Belges. À l'heure actuelle, ils ont un quotient intellectuel moyen de 95. Il y a 50 ans, la valeur moyenne était de 100. Alors là, on voit la différence. Et je vais le dire de façon très grossière. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup moins de têtes et beaucoup plus de coups. Et c'est ça, c'est ça. Mais donc c'est vraiment un danger pour l'avenir à cause de cette produit. Donc je pense qu'en effet, la réponse à ma question est oui, nous en devrons. Voilà. Nous ne le sentons pas toujours, mais c'est vrai. Alors, quel est notre rôle à nous? Parce que c'est tellement important, c'est tellement dangereux, c'est tellement inquiétant qu'il faut bien faire quelque chose. Eh bien, maintenant, je deviens personnel et je vais vous dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de souci. Il se peut toujours que l'autre ait raison. C'est le grand philosophe allemand qui a dit ça, Gadamer. J'ai emprunté le titre du dernier bouquin de Edgar Morin, un auteur que j'aime beaucoup et qui nous dit « Changeons de voie ». Il nous propose de changer notre approche. Il nous propose de nous réaliser que nous sommes maintenant dans l'ère des grandes incertitudes. Il nous propose un avenir qui n'est pas connu, qui est imprévisible, mais que nous devons préparer aujourd'hui. Utiliser nos connaissances du passé et aujourd'hui à préparer l'avenir. Et donc je crois qu'avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, que certaines choses s'indiquent très sérieusement. Entre autres, cette fameuse étude européenne dont j'ai déjà parlé, il nous propose un régime idéal. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais regardez les chiffres, ce sont les quantités à consommer dans ce régime. Eh bien, regardez ceci en bas, tout ce qui est viande et tout ce qui est alimentation riche en protéines, il faut en manger le moins possible. Par contre, tout ce qui est graines, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, etc., il faut en manger le plus possible. Donc, nous devons nous réaliser qu'une nouvelle façon de nous nourrir peut nous aider, peut nous apporter une meilleure santé et en même temps, c'est le message de cet article, et en même temps, un environnement de meilleure qualité. C'est un exemple. Et j'ai mis à côté « Yes, we can », mais ce ne sera pas facile. Et je crois qu'en effet, ce ne sera pas facile. Le message le plus important, le principal message pour moi, c'est que nous devons manger beaucoup moins de viande. Pourquoi? Parce que pour nourrir le bétail, pour nourrir les animaux, les poules, les dindes, n'importe quoi, ou même les poissons, il faut de la nourriture. Et pour cela, on a en ce moment les monocultures, c'est-à-dire nécessité d'engrais, nécessité de pesticides, et très souvent ce sont des plantes génétiquement modifiées. Pour les animaux, il faut beaucoup d'eau douce. Et n'oublions pas qu'il faut des médicaments vétérinaires, il faut des hormones, il faut des tranquillisants, etc. Donc là, on a déjà des sources de contaminants qui sont inutiles.
En plus, certainement les bœufs produisent des gaz à effet de serre. Ils produisent du méthane. J'en ai parlé quand j'ai fait référence à l'article de Paul Cruzen. Eh bien là, moins on a de l'eau, moins on va produire le méthane. Alors, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Eh bien, il y a pas mal de plantes qui sont riches en protéines. Ça, c'est certain. Entre autres, le soja et les champignons, par exemple, utilisés dans le bois. On parle de plus en plus de manger des insectes. Je sais qu'ici en Europe, on n'aime pas beaucoup. Manger un insecte, on trouve ça infect, on n'aime pas. Mais il y a des populations en Asie et certainement aussi en Afrique qui mangent pas mal d'insectes pour avoir des protéines. Et alors il y a la viande de la vache. Donc on peint des cellules souches. On ne va même pas tuer l'animal pour avoir ces cellules. On les met en culture. C'est plus sain, c'est plus facile. Et on en fait des muscles. Donc ça, la théorie et la pratique existent. Mais en général, on va trouver une viande qui ressemble très fortement à la viande hachée. C'est ce qu'on a déjà mis sur le marché. Et j'ai appris que maintenant, on essaie de produire un bon steak ou un bon morceau de viande avec des imprimantes à 3 dimensions. Je n'ai pas vu le résultat, mais je sais qu'on en parle. Et je crois qu'un jour, ça deviendra de plus en plus commun dans notre population. Alors j'arrive à la fin, l'environnement, la nutrition, l'alimentation et la santé publique, eh bien ça nous préoccupe. Et je crois que nous devons faire quelque chose. Et vous avez vu que j'ai utilisé Edgar Morin comme message. Eh bien, il y a quelque chose que nous devons certainement oublier. J'ai parlé de cette approche de contrôler la qualité en regardant ou en mesurant les molécules une par une. Ça, il faut arrêter de faire ça uniquement. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber, mais il faut y ajouter quelque chose. Et ce que nous devons absolument ajouter, c'est la méthode qui nous donne une idée de l'activité biologique. Je viens là-dessus dans un instant. Donc cette idée, molécule par molécule, qu'on applique beaucoup trop encore, eh bien il faut quitter. Une petite anecdote, en 1999, il y avait la crise des dioxines. Et à ce moment-là, mon directeur m'appelait dans son bureau et il me disait comme ça, tout carrément, « Tiens Léo, j'aimerais bien que tu t'en occupes. » Alors, mesdames, messieurs, vous allez comprendre que je n'ai pas dit à ce moment-là que la dioxine, c'était pour moi un grand inconnue. Je n'avais jamais travaillé avec des dioxines, des pesticides, avec des biphéniles, etc. Au début, je ne savais pas trop quoi dire, et alors j'ai posé la question, mais monsieur le directeur, m'occuper de cela, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et là, c'était mon directeur qui n'avait pas de réponse. Et alors, j'en ai profité. J'ai dit à mon directeur, écoutez, je vais réfléchir, je reviens. Je pense que j'ai dit, je reviens demain. Je me suis précipité dans mon bureau. Et j'ai dit à mon secrétaire, écoutez, ma porte est fermée. Et j'ai des choses à faire, j'ai des choses à préparer. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné tous mes collègues à la VEB, à l'ULB, à l'ULG, où j'avais des collègues qui sont déjà à l'université d'Anvers, etc. Et donc, j'ai à ce moment-là appris qu'il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode par chromatographie gazeuse. C'est une méthode très performante, très chère aussi, qui nous donne une concentration pour chacune des molécules. Ça, c'est le résultat. Donc, on peut introduire dans cette machine un mélange de différentes molécules. Elles sont séparées l'une de l'autre.
Et chacune de ces molécules donne dans un système de détection un signal, et ce signal est proportionnel à la concentration. Nous avions une telle machine dans l'Institut à ce moment-là, mais on n'avait jamais dosé le dioxyde. Alors il y avait une autre méthode qui ne dosait pas la concentration, mais qui donnait un signal qui était proportionnel à toutes les molécules de type dioxyde. Donc, un signal qui était proportionnel à l'activité, entre parenthèses, à la toxicité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'échantillon, on sait que la plupart des molécules sont apolaires, on appelle ça polaire, c'est-à-dire qu'elles aiment aller dans la graisse. On les extrait avec un solvant extrêmement apolaire, tout va dans le solvant, et alors on utilise des cellules vivantes et génétiquement modifiées qui donnent un signal qui est proportionnel à l'activité de cette molécule, pas à la concentration. Donc le résultat là était de dire, ah ça, il y en a quand même pas mal parce que l'activité est haute, ou l'activité est très faible, allez-y. J'ai pu introduire cette méthode dans mon laboratoire, et finalement, on a dû faire, c'était des gars, on a dû faire les deux. Ceci, comme on appelle ça un screening, voir si l'activité n'était pas trop élevée. Quand elle était trop élevée, il fallait confirmer par ça, et quand la confirmation était positive, c'était un produit qui ne pouvait pas aller dans le commerce. Pour cette méthode-là, nous avons créé un groupe de travail européen sous la présidence d'un laboratoire allemand à Fribourg pour valider, optimaliser et valider cette méthode pour que tous les laboratoires européens puissent l'utiliser. Eh bien, la crise a commencé en 1999. La méthode a été acceptée par l'Europe 10 ans après, et les publications ont été dans les journaux scientifiques 11 ans après. Ça prend beaucoup de temps, mais finalement, pour les molécules de type dioxyde, on a pu le faire. J'ai proposé de faire la même chose pour les molécules perturbatrices endocriniennes, etc. On fait dans d'autres pays, mais pas chez nous. Donc, au niveau analytique, il y a des choses à faire, mais je ne vais pas entrer plus dans le détail. Si vous voulez en parler, ce sera un plaisir après. Alors, il y a encore deux choses que j'aimerais vous dire. Nous avons vraiment arrêté de créer des doutes. Des doutes qui sont basés sur l'incertitude qui est intrinsèquement liée à tout travail scientifique, qui est intrinsèquement lié à toute analyse chimique. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit, oui, mais vous n'avez pas une certitude à 100%, donc on ne peut pas vous fier, on ne peut pas prendre ça en considération, etc. Je reviens là-dessus. Il faut absolument accepter que la science et la chimie ne peuvent avancer qu'avec les discussions, avec les concertations, avec la controverse. Ça, beaucoup ont du mal à accepter. Il ne faut pas oublier que nous avons le principe de précaution. Quand nous n'avons pas la garantie suffisante, on peut interdire. Je crois que beaucoup, les scientifiques, les politiciens, les industriels doivent maintenant arrêter de mentir. Et ça, je vais vous expliquer ce que je veux dire. En 2012, un livre a été publié par un professeur américain. Que s'est-il passé? Il y a eu en Amérique des procès contre l'industrie du tabac. Et un juge a un jour exigé que tous les documents internes de l'industrie du tabac soient disponibles au public, et finalement ils ont été publiés sur le site de l'université de Stanford. Eh bien,
le professeur Proctor était à ce moment-là, il est peut-être toujours, je ne sais pas, professeur de l'histoire de la science à Stanford. Il a regardé tous ces documents, il a publié un livre. Et la phrase la plus frappante de ce livre, c'est celle, dans un échange d'emails entre deux responsables, l'un écrit à l'autre, le doute, c'est notre produit. C'est-à-dire, créons le doute et on va gagner beaucoup d'argent. N'arrêtons pas de dire que les scientifiques n'ont toujours pas la certitude à 100% que le tabac génère le cancer des poumons. Et c'est vrai, on n'a pas la certitude à 100%. On a la certitude à 97%, je ne sais pas. Mais 100%, on n'aura jamais. Jamais, jamais. Eh bien, cet exemple-là a été suivi par la chimie des polymères, par l'agro-industrie, par l'industrie chimique, par l'industrie du sucre, etc. Et maintenant encore par l'industrie alimentaire. Ils n'ont pas peur de nous dire « Vous n'avez pas la certitude. Vous n'avez pas la certitude. » Eh bien non, on l'aura jamais. Mais ils ne veulent pas le voir. Et ça, c'est un grand problème. Alors, mesdames, messieurs, j'ai fait 2 publications moi-même. La dernière avec mon grand ami et collègue Luc Bessonnier, en français et en néerlandais. Et celle-là, avec plus ou moins le même message, en anglais. J'ai pris quelques exemplaires, je peux vous montrer, évidemment. Je vous remercie. Je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. Bon, je voudrais bien sûr remercier notre ami conférencier pour son exposé brillant, intéressant et interpellant, puisqu'il y a quand même de grosses menaces qui sont dénoncées, mais quels sont les résultats concret? Tient-on compte des scientifiques ou est-ce plutôt les industries, la grosse finance qui mène la danse? Je voudrais aussi remercier notre ami de Bruxelles Laïque qui nous fait une vidéo. Moi, je vous remercie. Voilà. Mais je crois que je n'ai pas vraiment besoin du micro. Ah non, quel micro. Écoute. Évidemment, j'ai mis en évidence beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui m'interpellent, qui m'inquiètent et qui ont été les sujets de mon travail et de ma recherche pendant beaucoup d'années et encore un tout petit peu maintenant. Cela étant dit, même si nous devons en tenir compte, je crois que les possibilités, je crois que les outils pour en sortir sont là. Mais ça nous demandera un effort énorme. Ça nous demandera de changer nos attitudes, non seulement notre façon de nous alimenter, ça nous demandera également une autre approche philosophique, etc., sociologique, si vous voulez. Je crois que tout ça se rejoint. C'est peut-être cela aussi qui m'intéresse le plus quand je regarde les bouquins que je lis, c'est toujours dans ce domaine-là. Est-ce que je veux maintenant être vraiment pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Pourquoi? Parce que nous avons les outils en main. Nous avons les outils en main. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, le cycle de l'azote. Eh bien, nous savons qu'en agriculture, les rotations fréquentes, les cultures de légumineuses, etc., sont propices à l'introduction d'azote dans le sol. Ça, c'est déjà des choses qu'on peut faire et qu'on commence déjà à faire.
Ça, c'est une chose. Donc, certains outils existent. Il faut encore convaincre les gens. Et je crois qu'il faut certainement convaincre les politiciens, et ça ne sera pas toujours facile, parce qu'ils pensent très souvent dans leur système néolibéral et libéral, ce qu'on peut résumer en vous prenez, vous fabriquez et vous jetez. C'est la mentalité, c'est l'approche. Non, ce n'est pas la bonne. Il faut une économie circulaire maintenant, où les déchets sont réintroduits dans la chaîne, etc. Donc il y a des outils, et j'y crois, et je plaide pour, mais je ne peux que constater que, par exemple pour le tabac, ce que les Américains appellent Big Tobacco, eh bien, ça date des années 50, que les premières publications ont été publiées qui montrent la corrélation entre la consommation de tabac et le cancer. Et depuis cette année-là, ils n'ont pas arrêté de dire non, 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 vous n'avez pas la certitude, etc. Eh bien donc, c'est le lobby, l'argent, etc. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne doit pas arrêter de taper sur le clou. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te remercie, Hermine. Nous ne sommes pas très nombreux, mais je me dis la crème est là. Et j'espère que mon message est bien passé. Donc, non. Ne pas se décourager. Certainement pas se décourager. Continuez à se taper. Je vous en prie. Attendez, si j'ai un problème, oui, je viens de voir. Il n'y a pas le mot biologique dans tout ce que vous dites. Or, il y a quand même des gens qui font des efforts oui. pour produire oui. des produits bio. Oui. On ne sait pas s'ils sont vraiment bio. La tendance végane et compagnie. Donc, on nous dit que c'est bio, mais comment avoir la certitude que c'est bio? Pardon? Bien. Comment avoir la certitude que c'est bio? Écoutez. Parce qu'il y a des tas de labels bio, on fait confiance. Mais sur quelle base peut-on faire confiance? J'apporte une petite nuance. Le vrai bio est certifié. Donc il y a des instances qui ont le devoir et le pouvoir de contrôler sur place si les agriculteurs, horticulteurs et autres n'utilisent pas de pesticides. Mais est-ce qu'ils le font? S'ils le font, en principe, ils ne devraient pas avoir le label bio. Mais il y a en effet des raccourcis, ça c'est vrai. Mais je constate que d'un côté, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cela. J'en connais quelques-uns, au Brabant-Wallon, ici, qui font les circuits courts, qui mettent en pratique les circuits courts, qui font l'élevage, je dirais, biologique, qui font les cultures biologiques, etc. Et c'est bien, mais il y a aussi de l'autre côté. Je ne suis pas au courant de la situation au Wallon, mais je sais qu'en Flandre, on demande de plus en plus de permis pour ce qu'on appelle les fermes-usines. Ce sont des fermes énormes où on a, je vous donne un chiffre, 100 000 poules dans une étable, où on a quelques milliers de porcs, etc. Et alors, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu que les Chinois, qui sont vraiment très intéressés par la viande de porc, ils ont des fermes-usines de porc à 7 étages. Et chaque étage a 500 à 1000 porcs. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour la nourriture, pour les médicaments vétérinaires, pour évidemment tout ce qui est fumier et autres? C'est terrible. Donc, pour l'environnement et pour la santé, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe. Donc, il y a le pour et le contre. Mais je crois qu'ici, en Belgique, le biologique gagne
en succès. Ce n'est pas encore énorme, mais et il y a encore les intermédiaires, je dirais. Il y a la permaculture, etc. Donc ce sont des approches qui respectent l'environnement et qui ont comme but principal de diminuer le plus possible les contaminants. Ça, c'est clair. Et je crois que appuyer ces gens d'une façon ou d'une autre, c'est certainement très bonne chose. Il y a aussi l'agriculture urbaine qui commence tout doucement à monter. Ce sont des fermes verticales, je vais dire. C'est pour la production de salade, etc., de tomates, etc. Mais ce sont des fermes consommatrices d'énergie, évidemment. Et alors, quand on a ça dans la ville, il faut que ce soit vendu en ville, parce que sinon, on a un transport à faire, et ça, c'est de nouveau un problème. Mais il y a des études, j'en ai pas parlé, mais il y a des études. De nouveau, une étude française, une étude de l'INSERM, de l'Institut de l'agriculture, qui a montré que les gens qui consomment régulièrement les produits bio sont en général en meilleure santé que, bon, disons, ceux qui mangent du McDo. C'est pas étonnant, mais bon, quand c'est dans les publications, quand c'est dans les journaux, c'est déjà pas mal. On peut toujours faire référence à ça et dire oui, mais et ça, c'est pas du farfelu ici. Quand on va convaincre des gens, on a besoin d'arguments. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, ça ne passe pas. Donc, le bio, oui. Il y a un autre problème, j'en ai pas parlé non plus, mais il y a un autre problème, c'est que c'est un marché qui est maintenant, pour une grande partie, dans les mains des hautes finances. Ça, on ne doit pas être. Parce que ce sont ceux-là qui ont l'argent pour faire du lobbying, etc. Ça pose problème. Et en Europe, nous savons très bien, pour beaucoup de choses, que le lobbying a beaucoup de pouvoir. Ça, nous le savons très bien. Je parle de l'agriculture, mais je parle aussi des médicaments, je parle etc. Des armes. Donc c'est pas fini. Je répète ma conclusion. Il faut continuer à taper sur le clou. Mon collègue Luc Pucelier est également chimiste, mais lui, il a fait... Moi, j'ai étudié la chimie. Je suis un licencié en chimie et j'ai fait un doctorat en chimie. Lui, il est ingénieur agronome et il a presque mon âge. Donc à ce moment-là, il y avait des ingénieurs agronomes en chimie et des ingénieurs agronomes, je pense, en élevage ou en agriculture, vraiment en culture. Lui, il a fait la chimie. Et moi, je suis un produit du campus du Sorbonne et lui, il est un produit du CR. Voilà. Alors, on n'est pas nombreux, mais je suppose qu'il y a des questions quand même. C'est la viande qui nous fait peur. La viande, on prépare à partir de cellules souches. Ce sont donc pour le dire très simplement, ce sont les premières cellules vivantes qui peuvent se développer en cellules de muscles ou en cellules de cœur ou lymphocytes. Et donc, quand on les met dans les bonnes cultures, avec les bons ingrédients chimiques, ces cellules souches se développent pour devenir des cellules de muscles, donc de fesses, pour ainsi dire. Et voilà. Et donc, c'est en culture, donc question stérilité, c'est relativement simple, je vais dire. Question contaminant, on n'a pas besoin de produits
faire pousser le maïs ou le soja qu'on donne comme nourriture. On n'a pas besoin de médicaments vétérinaires, on n'a pas besoin d'hormones, etc. Donc là, c'est des choses. Mais alors, pour arriver à un produit qui est facilement commerciable, là, ça pose problème. Parce qu'en général, ça ressemblait très fort à la viande hachée. Et encore, 2 couches l'une sur l'autre, tout au début, ce n'était pas facile. Maintenant, je ne sais pas très bien où ils en sont maintenant, mais les dernières publications que j'ai lues sont des utilisations d'instruments à 3 dimensions. Donc on met une couche de fil, et encore une couche de fil, etc. Et on introduit là-dedans une structure de graisse quelconque pour avoir un morceau de viande qui ressemble à un morceau de viande. Mais c'est de la vraie viande, hein. C'est de la vraie viande. Et on peut faire ça avec des cellules souches de poulet, ou de vache, ou de kangourou, ou de crocodile, ou de n'importe quoi. On peut partir, mais bon, il faut développer les méthodes. Et évidemment, pour un steak de crocodile, ou un steak de tortue, ou un morceau de carriole, c'est très différent. Donc il faut chaque fois optimaliser la culture, etc. Ça n'est pas pratique. Et nous sommes loin d'être prêts à tout faire. Mais ce sont des idées qui... Et on commence à travailler. Il y a un professeur d'une université hollandaise, ici, mes souvenirs sont bons, de l'université de Maastricht, qui a quand même développé des choses. Et je pense qu'en Israël, ils sont déjà. Ça n'existe pas encore, c'est au stade expérimental, ce que vous dites. Je pense qu'ils sont presque prêts à commercialiser. Je pense qu'ils sont presque prêts. Je n'en ai pas encore vu. Je sais qu'en Belgique, à un moment donné, on a lancé les steaks d'insectes. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, évidemment, et je n'entends plus parler de ça. Et certainement, quand on voit les insectes, donc, quand on voit la bête dans un morceau de viande, c'est dégoûtant. Hein? C'est dégoûtant. Mais quand on en fait une farine ou n'importe quoi, pour en faire un hamburger, ça pourrait peut-être passer. Pourrait. Alors moi je préfère, honnêtement, je préfère manger moins de viande, et de temps en temps quand je mange la viande, je mange un bon steak. Nutriment qui fait partie de l'équilibre. Oui, mais allez, en Flandre, on a toujours, mais depuis des années, depuis le temps que j'étais étudiant, donc je parle des années 71, 72, 73, depuis ce moment-là, on a déjà des problèmes de nitrate dans les fleuves et les rivières. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup trop de fermes-usines en Flandre occidentale et de porc, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout le fumier que les animaux produisent? On essaie d'en faire quelque chose, mais on ne peut pas en faire des vestons. Hein. On fait déjà des vestons avec des bouteilles d'eau minérale et de coca. Dans une vie antérieure, le mien a peut-être été une bouteille de Coca-Cola.